C'était pas ouf. Je reviens donc de la séance de Souviens-toi l'été dernier. C'est tout. C'est juste ça le titre. Une chose que je n'aime pas, que je trouve assez conne. J'ai juste aimé ça pour Scream parce que c'était une œuvre méta qui critiquait justement, entre autres, les titres de films qui faisaient ça. Et encore, je trouve que c'est quand même le bordel. On est donc bien sur une suite des deux premiers films. On n'évoque pas le 3 et on s'en fout. Donc moi, mon rapport avec la saga, j'aimais bien le premier film, qui n'était pas un de mes films préférés au moment des néo-slashers. Je lui avais préféré les Scream, je lui avais préféré The Faculty et quelques autres, mais ça faisait quand même partie des films que j'aimais bien. Je lui avais reproché à l'époque, c'était de ne pas être très sanglant, mais malgré tout, il était quand même bien foutu et il y avait un petit casting que j'aimais beaucoup. Donc Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillippe, on avait aussi Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar. Ensuite, il y a eu le 2 que j'ai trouvé plutôt sympa à regarder, même si en dessous du premier. Cela dit, il avait quelques scènes qualitatives. Puis un numéro 3, comment le résumer celui-là? Et donc maintenant ce nouveau film, alors il est mieux que le 3, ça c'est pas très dur, mais il est moins bon que les deux premiers. Le problème de ce film, c'est que c'est principalement un copier-coller du premier. Quand vous allez voir les premières scènes, à un moment vous vous demandez si on se moque pas un peu de vous, vous avez vraiment l'impression de revoir le premier film en version Wish, notamment tout ce qui est un peu pour la scène de l'accident. Sauf que pareil, la scène de l'accident, ici, elle est beaucoup moins bien, parce que ça fait un peu con, les personnages pourraient s'en sortir. Quand tu regardais l'accident dans le premier film, c'était tout à fait justifié pourquoi il y avait une panique. Le personnage avait beaucoup bu, en tout cas, il y avait de l'alcool dans la voiture, ils allaient bientôt passer à l'université ou ce genre de choses, donc ils pensaient à leur avenir, ils avaient vraiment fauché le mec. Là, ici, la manière dont c'est fait, si tu réfléchis 3 secondes, tu te dis que tu pouvais t'en sortir facilement, même peut-être avec un petit mensonge, parce que bon, ils sont garés sur le bord de route, bon, ils ont peut-être pas grand-chose à foutre là, et du coup, bon voilà, dans un virage un peu dangereux, d'ailleurs ils sont très cons, parce que le virage est surnommé le virage de la mort ou quelque chose comme ça, donc ils sont cons, mais la conductrice était la seule à être sobre, et la manière dont l'accident arrive, en fait, il fauche personne. C'est quelqu'un qui essaie de les éviter alors qu'ils sont là garés sur le bord de route. En fait, ils auraient tellement pu prendre l'excuse, si jamais ils avaient voulu faire venir les flics, de dire bah non, en fait, on s'est juste arrêté parce que la voiture faisait un bruit. C'était faux. Il suffisait de rajouter ça à la police et c'était bon. Ils pouvaient passer tranquille. Non, non, ils préfèrent se foutre dans la merde, garder des secrets, tout faire effacer par le père de l'un d'entre eux qui est flic, etc. Enfin voilà, ils s'embrouillent la vie pour rien. Pareil, quand on commence à voir ce côté répétitif du premier film, notamment avec le costume, avec ce fameux ciré de pêcheur, tu te demandes, mais pourquoi 30 ans plus tard, quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'histoire du premier film, là, va nous ressortir ce truc? Alors oui, on est dans la même ville, on est dans Southport, donc le mec, il fait le copycat, quoi, en gros, mais t'as l'impression vraiment que c'est poussé, quoi, pour nous resservir le même film, les mêmes codes, les mêmes personnages. Et ça, on va avoir ce sentiment pendant longtemps dans le film. Il y aura une justification, qui est du coup pas mal trouvée, mais on l'a vraiment que sur la fin, et du coup, pendant longtemps, pendant la vision du film, on se demande pourquoi c'est là. Et je pense surtout qu'on peut le voir comme un défaut quand on commence à s'ennuyer, et qu'on voit le cumul d'autres petits défauts. Alors que si le film avait été plus qualitatif, on lui aurait peut-être laissé sa chance à ce petit problème dans le scénario, jusqu'à sa résolution. Il y a pas mal de petites maladresses de mise en scène, alors ça reste assez propre, mais il y a plein de petits détails. À un moment, il y a deux nanas qui sortent d'un bar et qui ferment les portes derrière elles parce qu'elles sont paniquées. Elles se retournent et là, elles se reculent avec un cri et il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui rentre dans le cadre pour leur faire peur. Sauf que nous, spectateurs, quand on voit ça, il y a une seconde de décalage entre le moment où elles se retournent, qu'elles font un bond en arrière en criant et ce truc qui apparaît. Il y a une seconde de décalage, on voit qu'il y a un truc qui marche pas. Pareil, à un moment, il y a une actrice qui se retourne et là, comme ça, complètement statique, il y a le personnage qui est là en ciré. Du coup, même en limite, à un moment, on pense que c'est peut-être une statue, juste un ciré qui est posé comme ça sur un mannequin ou autre. Et puis, non, en fait, après, on revoit un plan de l'actrice qui lui parle et fait « Ah, c'est pas drôle de t'être déguisé, machin ». Il y a un truc qui va pas dans l'enchaînement des plans. Et il aurait fallu qu'il y ait au moins une petite réaction de sa part, un petit étonnement. Non, il y a vraiment des petits trucs qui clochent comme ça dans la mise en scène. D'ailleurs, il y a un gros truc qui cloche sur la fin.
Je vous spoil pas précisément quoi, mais c'est un personnage qui va avoir le dessus à un moment sur le méchant et qui même lui crache dessus. Et le méchant est au sol et lui il est debout en mode voilà badass. Et le plan d'après, c'est le mec en train de ramper de ses blessures comme ça en mode victime et le mec au ciré qui du coup le poursuit. Elle est où la scène qui nous montre ce qui s'est passé entre ces deux plans? Il y a vraiment un truc qui cloche. C'était pourtant pas dur à éviter. Je veux dire, le mec il était comme ça au-dessus de lui. Bon bah à la limite il faisait le badass et d'un coup on montre qu'il commence à calancher parce qu'il commence à ressentir l'effet de ses blessures. Et là, tu pouvais enchaîner avec ça. Là, non. Vraiment, on est sur un plan où le mec, je suis badass, je domine la situation. Plan d'après, je suis en train de ramper et de chercher de l'aide et j'appelle mon père. Quoi? On a des potentiels de personnages qui sont pas du tout utilisés. On a un personnage qui s'appelle Stevie. Au début, c'est une nana. Très belle d'ailleurs, une brune aux yeux bleus. Non, c'est pas que pour ça que je la complimente. Mais quand même. Non, elle est intéressante parce qu'on apprend qu'elle a un certain passé par rapport à la toxicomanie et aussi parce que franchement, visuellement, c'est la moins superficielle. Parce qu'on a quand même une bonne bande d'instagrammeuses là, vraiment un peu cliché. D'ailleurs, je pense pas que vous aurez beaucoup d'affect pour ces personnages. Ils ne sont pas spécialement attachants plus que ça. Ils sont très oubliables. Je retiens un tout petit peu l'héroïne parce que physiquement, elle a des petits airs à un personnage qui s'appelle Trudy dans How I Met Your Mother, à l'actrice Danica McKellar. Et en fait, le personnage de Stevie, donc on apprend qu'elle a eu un problème de toxicomanie, etc. Et que ça fait un moment qu'elle avait plus de lien avec cette petite bande d'amis. Il y a l'accident et tu sens que pour elle, ça va être compliqué de gérer ce secret parce qu'elle voudrait pas retomber dans certains travers. Et là, tu te dis, ça va être bien. Ça va être exploité, on va voir sa déchéance, etc. Que dalle. Ça n'est pas du tout exploité. Ils vont faire un petit truc un peu mieux avec elle sur la fin, je vous en parlerai dans la partie spoiler, mais pareil, il fallait utiliser ce qu'elle avait dit au début, il y avait moyen d'en faire quelque chose d'assez intéressant. Je vous comparerai ça à un autre film dans la partie spoiler d'ailleurs. Donc voilà, elle c'était le personnage qui me semblait peut-être être le plus intéressant dans les nouveaux. Et un autre, une rebelle, je l'appelle la rebelle, je me rappelle plus son prénom, mais c'est une nana voilà, qui fait un podcast sur le crime, etc., qui est un petit peu chelou, un petit peu rockeuse, un peu tout ça. Et elle a une attitude assez cool, moi j'aime bien ce genre de personnage. Pareil, expédié. Alors c'est un personnage qui peut paraître un peu cliché à certains, mais quand vous verrez les autres personnages de Nana, c'est encore plus cliché. Pareil pour les mecs, hein. On sent cette envie en plus de faire une ressucée du premier. On a la nana qui est dauphine, enfin qui est reine de promo, etc. Comme l'était Sarah Michelle Gellar dans le premier film. On a le mec qui justement s'engueule avec sa nana et puis picole un peu. Ça rappelle complètement le personnage de Ryan Phillippe. D'ailleurs, on a une petite photo qui nous rappelle le personnage de Ryan Phillippe. À un moment, une petite photo de groupe et qu'on connaissait déjà dans le premier film. Et on a pas mal d'images, de photos comme ça. D'ailleurs, c'est le premier moment qui me fait vraiment plaisir du film au bout d'une demi-heure. C'est triste d'ailleurs de se dire que c'est ça qui me fait le plus plaisir à ce moment-là du film. C'est que pendant 3 secondes, on a une feuille de journal qui s'affiche et on voit Sarah Michelle Gellar. Il y a un autre truc qui est cool, il y a un autre moment, peu de temps après, je vous dis pas ce que c'est, mais il y a encore une autre photo de Sarah Michelle Gellar. Voilà. On sent à plusieurs reprises cette envie de nous rappeler le personnage de Sarah Michelle Gellar. Ça se voit que ils savent que les gens aiment cette actrice. Il y a même le décor hein, du soir où elle avait été élue reine de promo, la reine du bal, reine des machins, des trucs pêcheurs, là je sais plus trop quoi. Il y a un truc qui était très drôle, il y a quelques mois j'avais lu une interview où on parlait de cette suite à venir de Souviens-toi l'été dernier et du retour de Jennifer Love Hewitt, de Freddie Prinze Jr. Et on avait demandé à Sarah Michelle Gellar, mais pourquoi vous revenez pas dans cette suite? Elle avait répondu, bah je suis morte. Pour Jennifer Love Hewitt, elle est un petit peu désiconisée, je trouve, parce que son premier plan, elle est de dos, on sait que c'est elle, et elle dit une petite phrase comme ça un peu comique, bon c'était pas la meilleure manière de l'introduire, et elle se retourne, et quand elle se retourne, je pense que la première chose qu'on va tous voir, même si certains n'oseront pas le dire à voix haute parce que c'est pas bien, mais c'est le cas, c'est qu'elle a forci. Elle a pris pas mal au niveau des hanches, et j'ai aussi eu un peu l'impression que ses seins étaient un peu tombés. Bon bref, ce sont des détails, mais c'est maladroit d'introduire un personnage de cette manière-là, vraiment de nous faire profiter de son profil qui est clairement pas son meilleur profil du coup, parce que ça se voit tout de suite et on focalise sur ça plutôt que sur le plaisir de revoir Jennifer Love Hewitt, qui a quand même été un fantasme pour beaucoup d'hommes.
qui avait une silhouette quand même incroyable. Bon là, cette silhouette, elle a un peu perdu. Alors, elle reste tout de même une très belle femme. Son visage, lui, est pas spécialement changé. Mais je trouve que l'œil détecte d'abord ça avant le plaisir de la revoir à l'écran. Pour l'arrivée de Freddie Prinze, ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est un peu bâclé. On nous ellipse aussi leur relation, donc on ne sait pas pourquoi en plus. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un peu torché. Côté meurtre, bon, on a quelques gouttes de sang, mais globalement, ça reste assez proche de l'original. On n'a pas des grosses scènes hyper marquantes, hyper choquantes. Il est peut-être un tout petit peu plus généreux en plan gore, mais pareil, c'est comme dans le premier, ils sont très rapides. Le film fait 1h50, clairement, il pouvait le ramener à 1h35 facile. On pouvait amputer plusieurs minutes du film, étant donné que le film n'est pas généreux en originalité. Sauf un truc à la fin, mais on en reparlera dans la partie spoiler. J'ai pas su que le film était réalisé par une femme avant de voir son nom dans le générique de fin. Il y a un moment, il y a une phrase qu'on va appeler être une phrase féministe. Il y a une phrase à la con, qui a rien à foutre là, le genre de phrase qui va saouler plein de gens. La nana, je peux pas vous dire maintenant pourquoi. Il faudra que je la dise dans la partie spoiler, donc je vous expliquerai ça après. Mais voilà, il y a une phrase à la con. On peut même dire qu'il y en a une deuxième à un moment, une petite réflexion pareil qui est assez idiote par rapport à ce que le film a instauré. Il y a pas mal de petits détails comme ça que je pourrais décortiquer. Un de ces quatre, je vous ferai peut-être des vidéos sur la saga, mais vraiment quand je posséderai le film et que je pourrai le redécortiquer, voilà, on en reparlera à ce moment-là. Mais là, déjà à chaud, il y a une scène dont je me souviens, c'est justement avec l'héroïne et la rebelle, qui est donc la nana qui fait des podcasts sur le crime, tout ça. Quand ils arrivent dans un certain endroit, tu vois que la nana, elle se la joue volontairement inquiétante, ce qui fait que du coup, on est censé la suspecter d'être éventuellement la meurtrière, ce qui est très très con, d'ailleurs, à ce moment-là du script. D'ailleurs, l'idée que ça puisse être elle était pas forcément inintéressante, mais ils trouvent l'idée tout de suite, alors que des fois, il y a des gens à suspecter, ils sont à côté d'eux, ils y pensent pas. Là, ils pensent à quelqu'un qui était vraiment limite une super bonne idée à exploiter à l'avenir dans le script, mais non. Donc, ils nous enlèvent ça direct, on sait que ça sera pas elle. Et le tueur les attaque. Sauf que avec tout ce qui a été mis en scène avant par rapport à ce personnage, moi j'avais l'impression qu'on était dans une mise en scène, qu'elle essayait de lui faire peur, que c'était peut-être filmé comme ça en caméra cachée ou autre. Je pensais que c'était fake, donc je n'ai pas peur pour les personnages. De toute façon, j'ai pas eu peur pour les personnages. J'avais pas d'affection pour eux, à part un et demi, Freddie Prinze, qui pour moi est le meilleur en termes d'interprétation. C'est lui qui va livrer ce qu'il y a de plus intéressant. Et le demi, c'est pas pour Jennifer Love Hewitt, hélas, c'est pour un autre personnage, mais je vais pas vous dire lequel parce que je pense que ça pourrait vous mettre la puce à l'oreille. J'en parlerai partie spoiler. Donc voilà, globalement, très moyen, et encore je suis indulgent parce que c'est quand même un genre de film que j'aime. Mais non, franchement, j'ai pas forcément envie de le revoir là. J'aurais plutôt envie de revoir à la limite les dernières minutes et encore, parce qu'elles sont pas parfaites. Il y a un élément que j'ai bien aimé, mais pareil, ça c'est pour la partie spoilers. Pour moi, qui suis très indulgent avec le cinéma de genre, je vais mettre tout juste la moyenne. Et encore, je vous dis, c'est vraiment avec indulgence. Pour les quelques bonnes idées, parce que je me représente quand même le travail que représente un film, pour avoir travaillé pendant des années sur des séries B. Bon, ici c'est un peu moins excusable, parce qu'ils ont quand même une grosse enveloppe. Mais donc voilà, je pense que pour beaucoup de gens, ce film sera relativement inutile, voire peut-être nul. Je pense que certains ne vont peut-être pas aimer quelque chose qui a été fait au niveau des personnages, qui pour eux ça va peut-être dénaturer les premiers films d'avoir fait ça. Moi j'ai bien aimé par contre, mais ça va beaucoup diviser. Bref, passons à la partie spoilers. Tu attends quoi pour le faire, hein? Je vais vous parler d'un personnage intéressant, donc Stevie, qui avait un problème de toxicomanie. En fait, attention, je vous préviens, je spoil. Vous allez connaître l'identité du ou des tueurs. Voilà, les tueurs s'avèrent être... Vous êtes partis? Vous avez eu le temps d'éteindre le son de la vidéo? C'est Stevie et Freddie Prinze. Ça, c'est vraiment, je pense, ce que j'ai préféré avec un autre élément. Le fait que ce soit l'un des héros de la saga qui devienne le psychopathe, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, ça justifie l'utilisation de l'histoire vécue 30 ans plus tôt et le fameux costume. Parce qu'on va comprendre qu'il a eu un trauma, etc. C'est plutôt bien amené. C'est facile, mais c'est bien amené. Et moi, c'est quelque chose que j'avais très envie de voir depuis très longtemps dans la saga Scream. Pour moi, à partir de Scream 4, il était évident qu'il fallait que l'un de nos trois principaux soit un tueur.
Bon, ils l'ont pas fait. Et ici, ils le font. Alors, c'est dommage parce que l'idée est très bonne, mais noyée dans un film qui est plus que médiocre. Mais du coup, ça permet aussi à Freddie Prinze de briller un petit peu en termes de jeu comparé aux autres. Parce qu'à un moment, il va un petit peu jouer comme ça ce trauma, même s'il donne l'explication, pareil, encore un truc de film un peu à la con, quoi, qu'il faut arrêter de faire. C'est vraiment quand le méchant, et là, c'est ce que fait Stevie à un moment, euh, dévoile qui elle est, et d'un coup se part dans un monologue pour expliquer son plan et pourquoi. Et donc là où je disais que le personnage de Stevie était intéressante parce qu'elle était anciennement toxicomane, là alors donc elle aurait pu retomber dans la toxicomanie parce qu'elle devait assumer un certain secret. Bon, au final, il s'avère que c'est elle la tueuse parce que le mec qui est mort dans la voiture, c'était son copain de l'époque. Et elle ne le savait pas au moment de l'accident, elle l'a su juste après quand ils ont dévoilé l'identité de la personne qui était morte dans le véhicule. Mec qui était parti la chercher en empruntant une voiture pour éviter peut-être éventuellement qu'à la soirée où elle se rendait avec ses amis, elle se drogue à nouveau, ou qu'elle picole, etc. Donc il était inquiet pour elle, donc il s'est mis voilà, en route pour la retrouver, et c'est lui qui a eu l'accident. Donc elle en veut à la petite bande, hein, alors qu'au final, quand on regarde vraiment la situation, c'est pas des criminels, beaucoup moins que dans le film original. Et du coup, bon, comme c'est la méchante, on peut se dire, bon, c'est pour ça qu'elle n'était pas retombée dans la toxicomanie, elle a préféré préparer une vengeance, mais ce qui aurait été intelligent, justement pour nous spectateurs, c'était de la faire tomber là-dedans, du coup on ne l'aurait pas suspecté, et ça aurait pu faire un peu comme dans Mortel Saint-Valentin. Moi, je suspectais pas David Boreanaz parce que justement on disait qu'il était un petit peu violent et qu'il avait la bouteille facile, et je me disais c'est le suspect beaucoup trop facile. Et à la fin, quand ça se révélait être lui, j'ai trouvé ça super intéressant. Ici, on aurait pu faire exactement la même chose. On nous la montre un peu détruite, un peu tout ça. Et en fait, non, tout ça a été simulé, je faisais semblant. Ça aurait été intéressant même de nous montrer genre qu'elle picolait, et puis en fait que c'était pas de l'alcool ou quoi que ce soit, en fait qu'elle grugeait tout le monde. Et ça aurait été facile pour elle de jouer justement la toxicomanie ou l'alcoolisme, puisqu'elle l'avait été. Bref, il y avait plein de choses à faire. S'il vous plaît, engagez-moi comme script doctor. Du coup, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un moment une confrontation Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze. Alors, elle n'est pas épique, hélas. Jennifer Love Hewitt, elle brille pas, hein. On est juste content de la voir, mais voilà, j'ai l'impression qu'elle fait le minimum syndical. Je trouve que Freddie Prinze est beaucoup plus investi. Il a une bonne tronche en plus là dans ce film. Il a vraiment un charisme. Et la fin, alors, je me suis douté d'un truc. En fait, avant qu'on sache que Freddie Prinze est dans le coup, quand il tire sur Stevie, je me suis dit, avec un peu de bol, ils sont complices, elle a un pare-balles, il y a quelque chose, elle n'est pas morte. C'est effectivement ce qui se passera. Enfin, on ne sait pas si elle a un pare-balles. En fait, une fois qu'elle est tuée, on la revoit plus. Mais on apprend par un indice de la part de Freddie Prinze qu'elle est toujours en vie. Et c'est redit après par les héroïnes. Et du coup, bon, vous vous en doutez à peu près, je pense maintenant, Freddie Prinze, du coup, en tant que méchant, va être tué. C'est trop rapide. C'est dommage. Ça passe, mais ça méritait mieux. Et surtout, ce qui est con, par contre, c'est qu'il tourne le dos à l'une des deux pour affronter Jennifer Love Hewitt. Ok, il a blessé la première, mais elle n'est pas inconsciente. Elle est encore là, elle est encore capable d'échanger quelques mots. Et il est en train de taper la discute comme ça, le fameux monologue du méchant, face à Jennifer Love Hewitt. Et tu te dis, mais jamais tu penses à te retourner. C'est pareil, un autre défaut de film, une maladresse qu'il faut arrêter de faire. Les héroïnes qui échangent un regard rapide, l'héroïne qui regarde, Jennifer Love Hewitt qui regarde vite fait le fait qu'il y a un pistolet de détresse pour montrer à l'autre héroïne qu'il faut s'en emparer. Et ça, c'est le genre de truc dans la vraie vie. T'as quelqu'un qui fait un petit regard comme ça, tu le captes tout de suite et tu regardes ce qu'il regarde. Donc bref, ça fait partie des petits trucs qui agacent aussi. Donc vous voyez, le film est quand même bourré de plein de petites facilités et plein de petites maladresses qui le plombent. Au niveau de la fin, ça se termine d'abord sur les deux héroïnes avec une touche un peu légère et justement une petite réflexion comme quoi Stevie est toujours en vie et qu'on devrait peut-être aller la buter. Mais elle dit ça sur un ton comique. C'est un peu dommage parce que je me dis, mais vous teniez quelque chose, ça aurait été bien, vu que vous êtes un peu traumatisé par tout ce que vous avez vécu, une discussion un peu plus sérieuse et vraiment genre, vous allez aller la buter. Ça, c'était vachement intéressant. Mais non.
Et après, vous avez une scène intra-générique où on revoit le personnage de Carla dans Souviens-toi l'été dernier 2, donc l'actrice Black, et rejoint par Jennifer Love Hewitt, qui explique qu'elle a reçu une lettre, et on voit une photo d'elle à l'époque du numéro 2 justement, où Carla est barrée avec une croix rouge, et donc elle a reçu une menace, et donc c'est pas dit, hein, mais a priori c'est Stevie, hein, à moins qu'il nous prépare quelque chose pour une nouvelle suite, mais il n'y a pas de raison, ça serait bizarre, donc voilà, a priori c'est Stevie, il n'y a personne d'autre. Et donc elle décide en gros de s'allier justement pour aller la buter. Le personnage de Carla lui dit qui est-ce qu'on doit tuer alors pour résoudre le problème, et Jennifer Love Hewitt qui dit justement j'espérais que tu me répondes ça. Et fin du film. Donc ça a l'air quand même de présager une suite en cas de succès. Je pense qu'on pourrait s'en dispenser, tout comme ce film, il était complètement dispensable. Et le dernier point que je vais spoiler, qui pour moi est le moment qui m'a fait qui m'a le plus surpris, qui m'a fait le plus plaisir du film. Je vous ai raconté l'anecdote de l'interview avec Sarah Michelle Gellar qui dit je reviens pas, je suis morte. Et en fait, je l'ai tellement pas vu venir parce que c'était tellement logique qu'elle ne revienne pas. Il l'avait tellement mis en photo pour rappeler aux gens que voilà, elle était là dans le premier film, vous l'aimez bien, voilà, on remet des photos d'elle de l'époque. À un moment, il y a un personnage qui rentre dans cette salle où ils ont reconstitué le décor du fameux bal de la sardine, là, je sais pas trop quoi, et on voit une femme de dos en robe qui est tout à fait là pour nous rappeler Sarah Michelle Gellar de dos, mais tu vois qu'elle a le crochet à la main. Et tu te doutes, enfin tu penses que c'est le moment, peut-être on va avoir la révélation sur qui est le tueur et que donc c'est une femme, et elle se retourne, et putain, c'est Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar est effectivement dans ce film. Et c'est là où l'IA est intéressante parce que du coup, ils l'ont utilisé pour faire un petit rajeunissement numérique. Et donc ça fait super plaisir de la revoir. Et en fait, c'est une hallucination parce que le personnage a pris des médocs parce qu'elle avait été traumatisée. Et donc elle est un peu dans un délire. Ce qui du coup est une très bonne astuce pour la faire revenir puisque oui, elle était morte. Donc c'était débile de la faire revenir. Et c'était aussi débile de faire un flashback ou une hallucination avec une Sarah Michelle Gellar qui serait plus âgée. Sauf que oui, on n'y pense peut-être pas, en tout cas moi j'ai pas encore le réflexe d'y penser, mais c'est vrai que l'IA est là, et l'IA peut nous permettre d'avoir ce genre de scène. Là en l'occurrence, moi je cautionne, parce que ça a été un véritable plaisir de revoir Sarah Michelle Gellar, et puis c'est cautionné par l'actrice qui est venue exprès, qui a juste été rajeunie numériquement. Mais c'est quand même triste de se dire qu'au final ce que je retiens le plus du film, avec le fait que ce soit Freddie Prinze le tueur, c'est la nostalgie, la guest sur Sarah Michelle Gellar. Et d'ailleurs, à un moment, il y a une phrase de Jennifer Love Hewitt qui dit « La nostalgie, c'est pour les vieux ». On sent qu'ils essaient un peu de tacler leur propre film et tous les reproches que les gens vont faire au film, d'avoir fait comme ça une nouvelle suite d'un film culte, etc. Sauf que ouais, le discours marche pas des masses parce que vous l'avez quand même fait ce film, quoi. Et en plus, quand vous dites la nostalgie, c'est un truc de vieux, vous avez rien apporté au niveau du sang neuf dans le film. Si encore le film avait pris plein de contre-voix comme ça, nous avait complètement surpris au point que peut-être qu'on aurait pu considérer que le film dénature un peu les deux premiers et qu'à un moment tu claquais la nostalgie c'est pour les vieux, là ça avait un certain charisme. Là tu pouvais te justifier cette phrase. Mais donc bref, voilà, je retiendrai principalement de ce film, je vous l'ai dit, Freddie Prinze qui joue les méchants et une guest complètement inattendue. Là franchement je ne l'ai pas vu venir. Je l'avais espéré d'une certaine manière, mais en même temps, je me suis dit non, ça n'arrivera pas, il n'y a aucune raison logique. Et c'est vrai que j'ai complètement oublié l'IA, j'ai complètement pas pensé qu'ils allaient utiliser ça. Mais je crois que maintenant que j'ai eu cette surprise, ce choc de voir Sarah Michelle Gellar dans ce film, alors que je m'y attendais pas, à l'avenir pour d'autres films, je pense que je vais commencer à me demander si je vais pas revoir tous les acteurs que j'aime, même quand ils sont morts dans les premiers films. Voilà, donc un film complètement dispensable, je vous le conseille pas particulièrement, sauf si vous êtes vraiment très fan des deux premiers et que vous avez juste envie d'une prolongation du plaisir, d'avoir un opus de plus. Mais n'en attendez rien de particulier. C'est pas comme Destination Finale, le tout dernier, qui vous offre encore des choses assez percutantes, parce que le sujet du premier film était déjà très original, donc il reste original au bout de 6 films. Souviens-toi l'été dernier, déjà le pitch du premier film était pas super original, mais le film était plutôt bien foutu pour que ça fonctionne. Là, ici, la magie, elle opère plus. On sent vraiment là le film de trop, le film qui est vraiment fait juste par facilité.
en se disant ça a marché il y a 30 ans, on va le refaire maintenant. Ça appâtera les gros nostalgiques et la nouvelle génération qui connaît peut-être pas ces films-là, il verra peut-être quelque chose de nouveau. Alors que clairement, non, ça ressemble à plein d'autres films de toute façon de cette nouvelle génération, c'est pas top. Et ça m'ennuie de dire ça parce que j'avais envie d'aimer le film. Je m'attendais pas du tout à un chef-d'œuvre, mais je m'attendais quand même à un petit slasher comme ça des années 2020 qui serait assez cool. C'est plutôt assez fade. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, je vous avais dit que je vous parlerais des phrases féministes. Enfin, il y a une phrase, donc elle enlève son ciré, elle révèle son visage, c'est une femme, elle est face à deux autres femmes. Et elles lui font une petite réflexion, enfin comme quoi elles sont étonnées, c'est toi, machin, etc. Et alors que ça n'a rien à voir avec le sujet de la conversation, elle dit bah quoi, sous prétexte que je suis une femme, je ne peux pas être forte, non, je suis forcément une folle. Bah alors déjà, oui meuf, t'es folle, t'es forte, parce que du coup t'as tué plein de gens, mais t'es folle. Et d'une certaine manière, en fait, t'es même pas forte, puisque tu t'as complètement vrillé, tu t'es mis à tuer des gens. Donc elle te sort cette réflexion qui est complètement conne, et en plus à deux femmes, donc elles ont même pas fait preuve de sexisme ou quoi que ce soit. Enfin, cette phrase, elle sort de n'importe où. Et un peu plus tard, il y a aussi une autre petite phrase un petit peu plus discrète, mais on dit ouais, les hommes devraient vraiment aller voir un psy quand ils ont un trauma. Donc pour rebondir sur ce qu'a fait Freddie Prinze, ouais, mais tu dis les hommes, mais il y a deux tueurs. Il y avait une femme et un mec, donc ça marche pas. Pourquoi elle a été voir personne non plus. Parce qu'ils ont l'air de dire, parce qu'il y en a qui sont à fond dans les magnétiseuses, dans l'astrologie, enfin tout un tas de conneries. Et donc on comprend que c'est aussi des personnages qui facilement vont aller voir un psy dès qu'elles ont un petit bobo, un petit souci. Et du coup c'est pour ça qu'elles sont bien dans leur tête. Bon, je pense que si elles étaient bien dans leur tête, elles n'iraient pas voir un psy. Et encore moins des astrologues ou des magnétiseurs en pâte. Voilà, donc comme si c'était un truc typique de mec, dès qu'on a un trauma ou quelque chose, de pas aller voir un psy. Limite, genre, c'est à cause de l'orgueil des hommes que du coup les hommes deviennent des psychopathes parce qu'ils vont pas voir un psy. Voilà, je trouvais que cette phrase était pareil, un peu une phrase de trop, un peu inutile. Elle n'est pas très importante, mais c'est tellement... Il y a eu tellement de choses assez mauvaises dans le film qu'au bout d'un moment, on prend chaque détail qui est moyen, et chaque détail moyen devient mauvais, parce qu'il devient le cumul de tout ce qui n'est pas très bon jusqu'ici. Les premiers défauts du film, tu te dis, bon, ça c'est moyen, ça c'est moyen, ça c'est moyen. Quand ça fait 3 fois moyen, quatrième, tu commences à dire, ouais, c'est médiocre. Bon, allez, c'est mauvais, c'est très mauvais. Voilà, l'appréciation descend au fur et à mesure, parce qu'il y a vraiment trop un effet de déception au fur et à mesure que le film avance. Et on se rend compte que ce qui était peut-être pardonnable, en fait, ne l'est pas. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, dispensable. Je m'arrête ici, je n'ai plus rien à dire. On se voit bientôt pour un prochain retour de séance. C'est un Watch the Fuck numéro 3 qui est en cours de montage et qui avance bien. Donc je vais bientôt revenir avec un Watch the Fuck. Je vous avais dit que je mettrais mes menaces à exécution.